Quand mon mari m'a dit « Ta sœur est remarquable, tu ne me suffis pas », j'ai répondu « Alors, va la voir ». Le jour même, j'ai tout annulé en silence. 2 semaines plus tard, 4 heures du matin, ma sœur m'appelle en larmes, il s'est passé quelque chose. Et ça te concerne. Le bruit d'une fermeture éclair ne devrait pas sonner comme une condamnation à mort, mais ce vendredi soir-là, dans notre tranquille appartement parisien, c'était exactement le son de la fin de mon monde. Ou du moins, la fin du monde que j'avais passé 15 ans à construire, à payer et dans lequel j'avais souffert. C'était un sifflement métallique et aigu qui déchirait le silence de la chambre principale, un son qui signalait la finalité d'une décision dont je ne savais même pas qu'elle était en train d'être prise. Antoine ne me regardait pas. Il était trop occupé à admirer la façon dont ses chemises, celles que j'avais repassées ce matin-là avant de me rendre à mon travail ennuyeux, se présentaient dans sa valise en cuir vintage. C'était la valise que je lui avais achetée pour son dernier anniversaire, importée d'Italie, coûtant plus cher que ma première voiture. Il lissa un col avec une tendresse qu'il ne m'avait pas montrée depuis une décennie. Il vérifia les poches, s'assurant que son stylo plume en or était en sécurité, traitant ses biens avec une révérence qu'il n'accordait jamais à sa femme. Il ne s'agit pas seulement d'espace, Amélie, dit-il, sa voix d'un calme terrifiant. Il avait l'air de commander un café ou de discuter de la météo, pas de détruire un mariage de 15 ans. C'est une question de vitalité, d'énergie, d'alignement vibratoire. Je me tenais près de l'îlot de la cuisine, m'agrippant au comptoir en marbre froid jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le marbre était comme de la glace contre mes paumes, m'ancrant dans une réalité qui ressemblait à un cauchemar. Vitalité, répétai-je, ma voix plate, dépourvue du cri qui me griffait la gorge. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Alignement vibratoire? Il se tourna enfin pour me regarder. Ses yeux balayèrent mon cardigan gris, mon chignon désordonné, les rides de fatigue autour de mes yeux qui étaient là parce que j'étais resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à travailler sur une stratégie de crise pour un client à Shanghai. Mais il ne le savait pas. Il voyait juste une femme au foyer fatiguée, d'âge moyen, qui payait les factures. Il voyait l'utilité, pas une partenaire. « Regarde-toi, Amélie » soupira-t-il. Un son plein d'une profonde hélas déception. Tu ne fais qu'exister. Tu avances péniblement dans la vie. Tu coches des cases. Tu paies des factures. Tu es confortable. Tu es en sécurité. Mais tu n'es pas remarquable. Le mot atterrit comme une gifle sur mon visage. Remarquable? Il resta suspendu dans l'air, aspirant l'oxygène de la pièce. Et qui est remarquable, Antoine? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. La nausée dans mon estomac, une pierre froide et lourde qui y était installée depuis des mois, me donna la réponse avant même qu'il n'ouvre la bouche. Chloé, dit-il. Il n'eut même pas la décence d'hésiter. Il ne broncha pas ta sœur l'est. Elle est vibrante. Elle comprend l'art. Elle comprend la passion. Elle me donne l'impression d'être réellement vivant. Elle pense que je suis un génie. Amélie, quand est-ce que tu m'as regardé pour la dernière fois comme si j'étais un génie? Probablement avant que je ne réalise que je payais le déjeuner de ton génie tous les jours depuis 10 ans, pensais-je. Mais je ne le dis pas. Pas encore. Je retins les mots, ravalant la bile. Alors je dis, forçant ma voix à rester stable, refusant de le laisser me voir craquer, tu me quittes pour ma sœur. Nous avons une connexion, dit-il sur la défensive, fermant la valise et la soulevant du lit. Elle me comprend. Elle comprend le fardeau d'être une âme créative dans un monde capitaliste. Et honnêtement, Amélie, mes amis le disent depuis des années, que je me suis contenté de peu, que je pouvais faire mieux. Chloé est mieux. Elle est remarquable. Et tu n'es tout simplement plus assez bien pour moi. Le silence qui suivit était lourd, rempli des fantômes de 15 ans, les sacrifices, les secrets, les nuits où je pleurais dans la salle de bain pour qu'ils ne m'entendent pas, car ma tristesse ruinait son flux créatif. Je regardais cet homme. Cet homme portant le pull en cachemire que je lui avais acheté, debout dans le salon que j'avais payé, tenant les clés de la voiture que j'avais louée à mon nom. Et soudain, le poids écrasant sur ma poitrine disparut. Il fut remplacé par une clarté froide et vive. C'était la sensation d'une fièvre qui tombe. D'accord, dis-je. Il cligna des yeux, pris au dépourvu. D'accord, tu penses qu'elle est mieux. Dis-je, marchant vers la porte d'entrée et l'ouvrant en grand. L'air du couloir était frais, porteur de l'odeur de la pluie imminente.
Alors, va la retrouver. Va trouver mieux. Mais Antoine, ne reviens jamais. Quand tu franchiras cette porte, tu sortiras de ma vie, de mon compte en banque et de ma protection. Il me regarda avec un mélange de confusion et de pitié. Il s'attendait probablement à des larmes. Il s'attendait à ce que je le supplie, que je m'accroche à sa jambe, que je promette de me teindre les cheveux, de perdre 5 kilos ou de commencer à écouter ses conférences prétentieuses sur l'architecture avec plus d'enthousiasme. Il s'attendait à l'Amélie désespérée qu'il m'avait appris à être. J'enverrai quelqu'un chercher le reste de mes affaires, dit-il, bombant le torse en passant devant moi, le bruit des roulettes de la valise sur le parquet. J'ai besoin de me trouver, Amélie. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est à mon niveau. Au revoir, Antoine, dis-je. Je fermai la porte. Je verrouillai le pêne dormant. J'appuyai mon front contre le bois frais et écoutai ses pas s'estomper dans le couloir. Clic-clac, clic-clac. Puis le ding de l'ascenseur. Puis le silence. Il était parti. Mon mari depuis 15 ans était parti coucher avec ma petite sœur. Je ne pleurais pas. Je retournai à l'îlot de la cuisine où mon téléphone était posé, écran vers le bas. Il vibra contre le marbre. Une seule notification. Je le pris. C'était un email de mon serveur sécurisé. Sujet, confirmation de virement de la part d'Innovation Capital. Montant, 14 800 000 euros. Statut, terminé. Je fixai le nombre. 14,8 millions d'euros. Le paiement final pour la vente d'AS Solutions, l'entreprise que j'avais bâtie de rien, dans l'ombre, pendant qu'Antoine était occupé à se chercher et à flirter avec ma sœur. Je regardais l'appartement vide. Antoine pensait qu'il quittait une femme ennuyeuse et quelconque pour une vie de luxe et de passion avec ma sœur. Il n'avait aucune idée qu'il venait de tourner le dos à la source financière qui avait soutenu toute sa vie fantasmée. Il pensait que je n'étais rien. Il était sur le point de découvrir que j'étais tout. Avant que je ne vous raconte comment j'ai détruit son ego morceau par morceau, je veux vous dire merci d'être ici. Je partage cela parce que je sais que je ne suis pas la seule femme à avoir été sous-estimée. Si vous regardez depuis votre cuisine, votre voiture ou votre bureau, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous suivez. J'adore voir jusqu'où notre communauté s'étend. Maintenant, pour comprendre pourquoi je l'ai laissé me traiter comme un paillasson pendant si longtemps, vous devez comprendre Chloé. Vous devez comprendre le réveillon de Noël qui a tout changé. Pour comprendre pourquoi mon mari s'est senti à l'aise de me dire que j'étais quelconque comparé à ma sœur, vous devez comprendre l'écosystème familial dans lequel nous avons grandi. En termes psychologiques, on appelle ça la dynamique de l'enfant en or et du bouc émissaire. Chez nous, on appelait simplement ça Chloé et Amélie. Chloé est née quand j'avais 4 ans. Et dès son arrivée, elle était le soleil, et moi, j'étais juste le faible rayonnement de fond de l'univers. Elle était belle. Oui. Boucles blondes, grands yeux bleus, un rire qui sonnait comme des carillons. J'étais robuste. Cheveux bruns, yeux marrons, visage sérieux. Ma mère disait, Amélie est la responsable. Amélie peut gérer. Gérer est devenu ma condamnation à perpétuité. C'est devenu mon identité. Si Chloé cassait un vase, Amélie, pourquoi ne la surveillais-tu pas? Si Chloé ratait un contrôle de maths, Amélie, tu aurais dû mieux l'aider. Si Chloé avait besoin d'une robe de bal, mais que l'argent était juste, Amélie, tu n'as pas vraiment besoin d'aller à ce stage de maths cet été, n'est-ce pas? Ta sœur a besoin de ce moment. C'est son heure de briller. J'ai appris très tôt que ma valeur résidait dans mon utilité. Je n'avais de la valeur que lorsque je réparais, payais ou nettoyais. La valeur de Chloé était inhérente. Il lui suffisait d'exister pour être adoré. Il y a un souvenir précis qui me hante. Un souvenir qui, avec le recul, était le signal d'alarme que j'aurais dû voir s'agiter violemment dans le vent. C'était il y a 5 ans, au réveillon de Noël. J'avais passé 3 jours à préparer. J'avais fait mariner la dinde pendant 24 heures dans un mélange d'herbes que je cultivais moi-même. J'avais fait 3 sortes de tartes maison parce qu'Antoine aimait celle aux pommes, mon père celle au potimarron, et Chloé prétendait être sans gluten ce mois-là. J'avais donc fait un fondant au chocolat sans farine spéciale pour elle. J'avais poli l'argenterie jusqu'à ce que mes doigts sentent le métal. J'avais repassé les nappes. J'avais payé toutes les courses, qui avaient coûté près de 400 €, une somme qui m'avait fait grimacer car Antoine n'avait pas eu de commande depuis 6 mois et notre loyer était dû. Chloé arriva avec 2 heures de retard.
Elle entra comme une brise dans un manteau en cachemire blanc qui semblait étrangement cher, apportant une rafale d'air froid et l'odeur d'un parfum de créateur coûteux. Antoine, qui boudait sur le canapé en regardant le football pendant que je me battais avec un oiseau de 10 kilos sortant du four, se leva littéralement comme un chiot entendant un sac de friandises s'ouvrir. « Chloé » s'exclama-t-il. Il ne me donnait jamais de surnom. « Tu es là. La fête peut enfin commencer. » « Désolé d'être en retard, » rit Chloé, jetant son manteau sur la chaise que je venais de débarrasser. Le trafic était un cauchemar, et je devais absolument m'arrêter dans ce petit vignoble que j'ai trouvé. « Regardez, » dit-elle en brandissant une bouteille de vin. « C'est un grand cru de Bordeaux. » Le sommelier a dit qu'il avait des notes de chocolat et d'arrogance. J'ai pensé que c'était parfait pour nous. Mes parents applaudirent. Littéralement. « Oh, Chloé, tu as un goût si exquis » s'extasia ma mère, ignorant le festin que j'avais mis 72 heures à créer. Elle regarda au-delà de la dinde dorée, de la farce fumante, des légumes parfaitement rôtis. « Amélie, va chercher un tire-bouchon. Ne reste pas plantée là comme une statue. » Je suis allé à la cuisine, les mains tremblantes. J'ai attrapé le tire-bouchon. En revenant, j'ai vu le sac à main de Chloé ouvert sur le comptoir. À l'intérieur, négligemment rangé à côté de son rouge à lèvres et d'un paquet de menthe, se trouvait un reçu. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. C'était un reçu pour le vin. 200 €. Et en dessous, le mode de paiement, Visa se terminant par 4598. Ma Visa. Mon sang se glaça. Je lui avais donné cette carte pour les urgences seulement 3 mois auparavant, quand sa voiture était tombée en panne et qu'elle prétendait être coincée sur l'autoroute au milieu de la nuit. Elle avait juré l'avoir détruite. Elle était censée l'avoir découpée. Au lieu de ça, elle l'avait utilisée pour acheter une bouteille de vin à 200 € pour impressionner mon mari et mes parents au dîner que j'avais cuisiné et payé. Je suis entré dans la salle à manger, tenant le tire-bouchon comme une arme. « Chloé, dis-je, la voix tremblante, tu as acheté ça avec ma carte, la carte d'urgence. » La pièce devint silencieuse, mais ce n'était pas le silence de la honte pour elle. C'était le silence du jugement pour moi. La lèvre de Chloé trembla. Une seule larme parfaite coula sur sa joue. Je voulais juste participer, Amélie. Je voulais apporter quelque chose de spécial pour tout le monde, puisque tu t'occupais des choses de base. Je ne pensais pas que tu serais si radine pour un cadeau pour la famille. C'est Noël. Ce n'est pas un cadeau si c'est moi qui paie, répliquai-je sèchement. Et 200 €, Chloé, c'était pour des réparations de voiture, pas pour du Bordeaux. Amélie. Mon père frappa la table de sa main, faisant sursauter les couverts. Arrête. Tu mets ta sœur dans l'embarras. C'est une fête. Pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à l'argent? Tu sais, Chloé traverse une période difficile en ce moment, elle essaie de se trouver. Elle m'a volé, murmurai-je, cherchant un allié autour de la table. Un seul. C'est ta sœur, dit Antoine. Il versait le vin dans son verre, le faisait tourner, le humait les yeux fermés, savourant le bouquet de mon argent volé. Et honnêtement, Amélie, ce vin est incroyable. Tu devrais la remercier de rehausser le repas. La dinde a l'air un peu sèche, d'ailleurs. Je l'ai regardée. Mon mari buvant le vin que j'avais payé, critiquant la nourriture que j'avais cuisinée, défendant la sœur qui m'avait volé. Mes parents me regardant avec dédain pour avoir gâché l'ambiance. Je ravalais le cri qui montait dans ma gorge. Il avait un goût de cendre. Je m'assis. Je mangeai la dinde sèche. Je bus l'eau du robinet parce qu'Antoine avait bu le reste du vin. Telle était la dynamique. J'étais le portefeuille, la femme de ménage, le punching ball. Chloé était la star. Et Antoine était le spectateur qui avait décidé qu'il voulait être sur scène avec la star, pas dans la cabine technique avec l'équipe. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que je gardais bien caché, c'est que pendant qu'il jouait à ces jeux mesquins, je construisais quelque chose de réel. Quelque chose qui finirait par me donner le pouvoir de les acheter et de les vendre tous. Mais d'abord, je dois vous dire comment j'ai rencontré Antoine et comment j'ai laissé un homme médiocre me convaincre que j'étais la chanceuse. Il y a 15 ans, je n'étais pas une millionnaire secrète. Je n'étais pas une PDG. J'étais juste Amélie, une correctrice technique de 27 ans avec une coupe de cheveux sage, une voiture sage et un cœur désespérément en quête d'amour. J'étais la fille qui faisait tout bien,
mais qui avait l'impression que tout allait mal. J'ai rencontré Antoine lors d'un vernissage dans une galerie du Marais. Il se tenait devant un tableau qui ressemblait à un seau de peinture renversé, expliquant à voix haute à quiconque voulait l'entendre ce qu'était l'espace négatif et la décadence urbaine. Il était beau, de cette manière d'artiste fauché. Veste en tweed avec des patchs au coude. Cheveux en désordre qui semblaient intentionnels. Des yeux intenses qui promettaient de la profondeur. Il m'a dit qu'il était architecte, un visionnaire. Il s'est corrigé autour d'un vin blanc bon marché dans des gobelets en plastique. Je ne conçois pas seulement des bâtiments, Amélie. Je conçois des expériences. Je veux changer la ligne d'horizon de Paris. Je veux créer des structures qui pleurent. J'étais fasciné. Ayant grandi en étant l'ennuyeuse, j'étais attiré par sa passion comme un papillon de nuit par une flamme. Je pensais que si je me tenais à côté de son feu, je me sentirais enfin au chaud. Je pensais que sa vision donnerait de la couleur à ma vie. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. C'était une petite cérémonie parce qu'Antoine disait que les mariages étaient des constructions bourgeoises conçues pour imposer la propriété patriarcale, mais surtout parce qu'il n'avait pas d'argent. J'ai payé la salle. J'ai payé les alliances. J'ai payé la lune de miel sur la Côte d'Azur. Je me suis dit que c'était un investissement dans notre futur partenariat. La réalité de notre mariage s'est installée rapidement, comme un brouillard s'abattant sur la Seine. Antoine refusait de travailler pour des cabinets d'entreprise. Il disait qu'ils étouffaient sa créativité. Il voulait créer son propre cabinet boutique. J'ai juste besoin de temps, Amélie, me disait-il, les yeux grands et suppliants au petit déjeuner. La grandeur ne peut être précipitée. Peux-tu gérer les factures pendant quelques mois? Juste le temps que je m'établisse. Une fois que j'aurai décroché ma première commande, je te rembourserai au décuple. Nous serons un couple de pouvoir. Quelques mois se sont transformés en 1 an, puis 2, puis 5. Je faisais des doubles journées dans une maison d'édition, corrigeant des manuels techniques denses sur les systèmes de CVC et la plomberie industrielle juste pour payer les factures. Chaque soir, je rentrais épuisé, les yeux brûlants d'avoir fixé des écrans, et Antoine était assis à sa table à dessin, entouré de papier froissé, sentant le café importé. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je, laissant tomber mon lourd sac. Étouffante, soupirait-il, sans même lever les yeux. Le monde n'est pas prêt pour ma vision, Amélie. J'ai eu une réunion avec un promoteur aujourd'hui. Il voulait que je mette des gouttières sur la façade. Des gouttières. Peux-tu imaginer l'insulte à la ligne du toit? As-tu pris le travail? Demandai-je avec espoir. Nous avions 2 mois de retard sur le loyer et le propriétaire appelait. Bien sûr que non, ricana-t-il, me regardant enfin avec dédain. J'ai de l'intégrité. Je ne suis pas un entrepreneur, Amélie. Je suis un artiste. L'intégrité ne payait pas le propriétaire. Moi, si. J'ai pris des missions en freelance supplémentaires. J'ai arrêté d'acheter des vêtements. J'ai arrêté d'aller chez le coiffeur. Je me souviens d'un mardi précis qui a brisé quelque chose en moi. Je venais de payer le loyer en utilisant mes dernières économies. J'avais 12 € sur mon compte courant jusqu'à la paie, qui était dans 3 jours. Je suis rentré à la maison pour trouver Antoine rayonnant. Il tenait une lourde enveloppe en carton. J'ai réussi, dit-il. J'ai rejoint le prestigieux cercle de l'Union. Mon estomac se noie. Le cercle? Antoine? Les frais d'adhésion sont de 2000 €. C'est un investissement, insista-t-il, agitant la carte de membre. C'est là que sont les clients. C'est là qu'est l'argent. Je l'ai mis sur la carte de crédit. Ne t'inquiète pas, chérie. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Nous n'avions pas de carte de crédit commune. Du moins, c'est ce que je pensais. Il avait souscrit une carte à mon nom, imitant ma signature sur la demande parce que sa cote de crédit était inexistante. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'argent, mais surtout j'ai pleuré pour la trahison. Oh, allons, dit-il en levant les yeux au ciel en m'enjambant pour prendre un verre d'eau. Ne sois pas si dramatique. Tu es toujours si anxieuse à propos de l'argent. C'est peu attrayant. Ça tue l'ambiance. Tu dois avoir une mentalité d'abondance, Amélie. Tu manifestes la pauvreté avec tes soucis. Une mentalité d'abondance. C'était gonflé de la part d'un homme qui n'avait pas contribué d'un centime au ménage en 3 ans. Mais je suis resté.
Pourquoi? Parce que chaque fois que je pensais à partir, j'entendais la voix de ma mère, Amélie est la responsable. Amélie peut gérer. Et parce qu'Antoine était un expert en miettes. Juste au moment où j'étais sur le point de craquer, il dessinait un beau portrait de moi où m'apportait une seule fleur sauvage et me disait que j'étais son roc. Je ne pourrais pas faire ça sans toi, murmurait-il dans mes cheveux. Tu rends mon art possible. Je me suis accroché à ça. Je me suis faite petite pour qu'il puisse se sentir grand. J'ai construit un bouclier autour de son ego fragile parce que je pensais que c'était ce qu'une bonne épouse faisait. Mais le point de rupture de ma carrière, le moment qui a changé mon destin, ne s'est pas produit à la maison. Il s'est produit à la bibliothèque publique, où j'allais travailler le week-end juste pour échapper aux soupirs lourds d'Antoine. J'étais assise à une table commune, corrigeant un manuscrit désastreux, quand une femme s'est assise en face de moi. Elle pleurait, pas à chaudes larmes, mais des larmes silencieuses et terrifiées. Elle avait un ordinateur portable ouvert et sur l'écran se trouvait un article de presse sur le PDG d'une start-up technologique locale qui venait de Twitter quelque chose d'incroyablement offensant et qui était actuellement en train de se faire détruire sur Internet. J'ai reconnu l'entreprise. J'ai reconnu le désastre de relations publiques. Et sans réfléchir, j'ai fait glisser une boîte de mouchoirs sur la table et j'ai dit, il ne devrait pas supprimer le tweet. S'il le supprime, il a l'air coupable. Il doit publier des excuses en vidéo, mais pas depuis son bureau. Depuis son salon, portant un pull bleu pour avoir l'air digne de confiance, et il doit faire un don à une œuvre de charité spécifique dans l'heure. La femme leva les yeux. Son mascara coulait sur ses joues. Qui êtes-vous? Je ne suis personne, dis-je. Juste une correctrice, mais je sais comment réparer les histoires cassées. Cette femme était Justine. Elle était la terrifiée assistante junior en relations publiques pour ce PDG. Elle a suivi mon conseil. Elle a appelé son patron. Ils ont fait exactement ce que j'ai dit. Le cours de l'action s'est stabilisé le lundi matin. Justine m'a retrouvé à la bibliothèque le week-end suivant. Elle a claqué un chèque sur la table. Tu as sauvé mon travail, dit-elle. Et mon patron veut te payer des honoraires de consultation. 5 000 euros. 5 000 euros. C'était 3 mois de loyer. Mais Justine baissa la voix, se penchant, ses yeux brillants d'ambition. Il a des amis qui font des bêtises, des amis riches. Ils font des erreurs, et ils ont besoin de gens comme toi qui peuvent voir le récit et le réparer. Amélie, je pense que nous pouvons monter une entreprise. Ce fut la naissance d'AS Solutions, et le début de ma double vie. Quand j'ai ramené ce premier chèque de 5 000 euros, mon premier instinct a été de courir vers Antoine. Je voulais l'agiter en l'air comme un drapeau. Je voulais dire, regarde, j'ai de la valeur. Je suis intelligente. Je ne suis pas juste une besogneuse qui corrige des manuels de CVC. Mais en franchissant la porte, l'air dans l'appartement était lourd de tension. Antoine faisait les 100 pas dans le salon, donnant des coups de pied dans le tapis. Ils ont rejeté la proposition, crachatait-il avant même que je puisse enlever mon manteau. Les associés Félisson. Ils ont choisi un cabinet quelconque parce qu'ils étaient plus sûrs. Je suis trop avant-gardiste pour cette ville, Amélie. Je jette des perles au pourceau. Il donna un coup de pied si fort dans le pied du canapé que la lampe trembla. Je me sens comme un échec, murmura-t-il, s'effondrant dans les coussins, la tête dans les mains. J'ai 30 ans et je suis un échec. Peut-être que je devrais juste abandonner et travailler chez Starbucks. Je touchais le chèque dans mon sac. Si je le lui montrais, si je lui montrais que j'avais gagné en 1 heure ce qu'il n'avait pas gagné en 2 ans, ce ne serait pas une célébration. Ce serait une mise en accusation. Ce serait la preuve qu'il échouait pendant que je réussissais. Ça l'écraserait et son ressentiment nous empoisonnerait. Alors, j'ai gardé le chèque dans mon sac. Je suis vraiment désolé, Antoine, dis-je, m'asseyant à côté de lui et lui frottant le dos. Ils ne te méritent pas. Tu es trop bon pour eux. Le lendemain, j'ai ouvert un compte bancaire séparé, une société, AS Solutions. Justine et moi avons commencé à travailler depuis son minuscule studio, assise par terre avec des ordinateurs portables, buvant du café bon marché. Mais le travail était électrique. La French Tech était en plein essor, et avec beaucoup d'argent venaient de grosses erreurs, violations de données, liaison de cadres, emails divulgués. J'avais un don pour ça. Je pouvais regarder une catastrophe et voir la sortie de secours. Je comprenais comment manipuler le langage,
Comment enterrer une histoire et comment créer un récit. J'étais la réparatrice. Pendant qu'Antoine dormait jusqu'à 10 heures du matin en attendant l'inspiration, j'étais debout à 5 heures pour me coordonner avec des équipes juridiques à Londres. Pendant qu'il jouait aux jeux vidéo l'après-midi pour décompresser, j'étais sur des appels cryptés avec des PDG d'entreprises du CAC 40, leur disant exactement quoi dire pour sauver le cours de leurs actions. L'argent a commencé à arriver au compte-gouttes. Puis il a coulé à flot. Puis il a déferlé. 6 mois plus tard, nous avons décroché un contrat avec une grande plateforme de médias sociaux pour gérer leur protocole de réponse aux crises. L'avance était de 20 000 € par mois. Je me souviens d'être assise dans ma vieille Renault Clio après avoir signé ce contrat, tremblante. J'ai regardé la signature sur le papier. J'étais riche. J'avais réussi. Et je devais rentrer chez un mari qui me demandait actuellement de réduire les dépenses alimentaires parce qu'il avait besoin d'un nouveau logiciel de dessin. Mener une double vie est épuisant. Je devais être 2 personnes. À l'extérieur de la maison, j'étais Amélie la requin, la femme qui faisait trembler des hommes adultes dans les salles de conseil. À l'intérieur de la maison, j'étais Amélie la souris, l'épouse de soutien qui découpait des coupons et hochait la tête avec sympathie quand Antoine se plaignait du monde injuste. Le plus difficile était de cacher l'argent. Je ne pouvais pas déménager dans un meilleur appartement. Je ne pouvais pas acheter de beaux vêtements. Je ne pouvais pas porter de bijoux coûteux. Chaque euro que je gagnais allait dans des comptes d'investissement, des portefeuilles diversifiés et des trusts offshore que mon avocat, Maître Dubois, avait mis en place pour moi. Maître Dubois était un génie cynique qui m'avait dit « Protégez-vous, Amélie. Les hommes pardonnent beaucoup de choses, mais ils ne pardonnent jamais à une femme qui a plus de succès qu'eux. » Mais parfois, je faisais des erreurs. Parfois, je ne supportais pas de le voir en difficulté alors que j'avais des millions sur un compte en banque. 2 ans après le début de l'entreprise, la vieille voiture d'Antoine a finalement rendu l'âme. Il était dévasté. Il était allongé sur le sol, fixant le plafond. « Je ne peux même pas aller à des réunions », gémit-il. « Je suis piégé. Je ne suis rien. Comment puis-je être un visionnaire sans roue ? Je n'en pouvais plus. Je venais de conclure un contrat d'1 demi-million d'euros pour régler un scandale pour une entreprise de biotechnologie. « Antoine, dis-je, inventant le mensonge sur le champ. Mes parents ont appelé. Ils ont vendu un terrain dans la Creuse. Ils veulent nous faire un cadeau. Je l'ai emmené chez le concessionnaire. Je lui ai acheté une Audi flambant neuve. Payé comptant. Je l'ai regardé faire le tour de la voiture, toucher la peinture brillante, sentir l'intérieur en cuir. J'ai attendu qu'il demande pourquoi mes parents, qui vivaient d'une modeste pension et se plaignaient du prix du lait, avaient soudainement 50 000 € à dépenser pour une voiture. J'ai attendu qu'il remette en question la logique. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas remise en question parce qu'il croyait qu'il le méritait. Finalement, il a dit, assis au volant et agrippant le volant, une voiture qui correspond à mon esthétique. Une voiture qui dit au client que je suis sérieux. C'est ce que j'étais destiné à conduire. Il n'a jamais remercié mes parents. Il ne m'a jamais remercié. Il a juste pris les clés. Et c'est devenu le modèle. J'améliorais notre vie progressivement, inventant toujours un mensonge pour couvrir le coût. De nouveaux meubles en cuir italien sur mesure, je les ai trouvés dans une vente de succession pour une bouchée de pain. Tu y crois? Des vacances de luxe en Italie, j'ai gagné un concours au travail. Tous frais payés. J'ai payé pour des hôtels 5 étoiles et des vols en première classe. Ces costumes sur mesure coûteux de la rue de Marbeuf, il y avait une énorme réduction au magasin d'usine à cause d'une erreur de couture qu'on ne voit même pas, je subventionnais son ego. Je construisais une scène, j'allumais les lumières et je payais le public juste pour qu'il puisse prétendre être la star du spectacle. Je créais un monstre, le nourrissant avec mon argent durement gagné, et je me disais que c'était de l'amour. Mais le danger ne venait pas des mensonges que je racontais à Antoine. Il venait de la personne à qui je ne pouvais pas mentir assez vite. Ma sœur, Chloé. Chloé avait un flair pour l'argent comme un requin a un flair pour le sang. Elle a remarqué le nombre de fils des draps. Elle a remarqué la qualité du vin que je servais. Elle a remarqué que malgré mes plaintes concernant les factures, je n'étais jamais vraiment à court d'argent. Et il y a environ 3 ans, elle a commencé à rôder. Elle sentait l'abondance que j'essayais si fort de cacher, et elle voulait sa part du gâteau. La vie de Chloé était une masterclass pour échouer vers le haut. Elle passait d'un désastre à l'autre,
retombant toujours sur ses pieds parce que quelqu'un d'autre, généralement moi, était là pour la rattraper. Elle a épousé un coach sportif qui s'est avéré fauché, a divorcé, a essayé de devenir une influenceuse Instagram, a échoué parce qu'elle refusait de poster régulièrement, a essayé de lancer une ligne de bijoux, s'est fait poursuivre pour violation de droits d'auteur, puis a décidé que sa véritable vocation était le coaching en bien-être. Pendant tout ce temps, elle avait besoin d'argent. Au début, c'était de petites sommes. Amélie, je suis à court pour le loyer ce mois-ci. Amélie, ma voiture a besoin de pneus. Amélie, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ma marque. Je les ai payés. C'était plus facile de payer que d'écouter les culpabilisations de ma mère sur le fait que je thésaurisais mon revenu stable. Mais alors qu'Antoine et moi approchions de la quarantaine, Chloé a commencé à changer de stratégie. Elle a arrêté de me demander de l'argent directement. Elle a réalisé qu'il y avait un maillon plus faible dans la chaîne. Elle a commencé à demander à Antoine. Je me souviens d'être rentré un soir pour les trouver blottis devant l'ordinateur portable d'Antoine sur le canapé. Ils étaient assis près. Trop près. La main de Chloé reposait sur l'avant-bras d'Antoine, ses doigts traçant le tissu de sa manche, enlevant nonchalamment une peluche qui n'était pas là. « Oh, Amélie » dit Chloé, sans bouger sa main. Sa voix était douce comme du sirop. Antoine m'aidait juste avec un business plan. Il est si brillant avec la structure. Il voit la situation dans son ensemble. Brillant, répéta Antoine, l'air empourpré et important. Chloé a une vision pour une retraite de bien-être de luxe à Bordeaux. C'est de l'or architectural, Amélie. Elle veut utiliser des matériaux durables. J'ai juste besoin d'un investissement de départ, dit Chloé en tournant ses grands yeux bleus et larmoyant vers moi. 10 000 €. C'est tout. Antoine pense que c'est un retour sur investissement garanti. J'ai une présentation. Elle cliqua sur un bouton. Une diapositive PowerPoint apparut. C'était clairement un modèle qu'elle avait téléchargé 5 minutes plus tôt. Il y avait des fautes d'orthographe. Il y avait des photos de tapis de yoga volés sur Google Images. C'était une blague. Nous n'avons pas 10 000 €, mentis-je automatiquement, posant mes clés sur le comptoir. Antoine fronça les sourcils. Eh bien, en fait, Amélie, je regardais le compte d'épargne joint. Nous avons environ 12 000 € dessus. Le fonds de précaution. Mon sang ne fit qu'un tour. C'était l'argent que je gardais visible pour lui. L'argent que je versais au compte-gouttes de mon salaire de correctrice pour simuler un taux d'épargne normal. C'est pour les urgences, Antoine. Si la voiture tombe en panne, si l'un de nous tombe malade. Pas pour des retraites de bien-être hypothétiques. Tu ne crois pas en moi, murmura Chloé, se recroquevillant dans les coussins du canapé, se faisant petite et victimisée. Tu n'as jamais cru en moi. Tu es jalouse parce que j'ai des rêves et que tu n'as que des tableurs. Tu détestes que je veuille voler. Ce n'est pas de la jalousie, c'est des maths, répliquai-je. Et de l'expérience. Tu te souviens de la ligne de bijoux? Tu te souviens de l'application de promenade de chien? Tu es toxique, dit Antoine en se levant pour la défendre. Il posa une main protectrice sur son épaule. C'est la famille, Amélie. Et honnêtement, je pense que c'est une excellente idée. Je crois en elle. Je lui ai dit que nous le ferions. Tu lui as dit que nous le ferions, le dévisageai-je. Sans me demander? Je suis le chef de cette maisonnée, dit Antoine, bombant le torse, sa voix baissant d'un octave pour paraître autoritaire. Je prends les décisions exécutives. J'investis dans le talent. Je le regardais. L'homme qui n'avait pas payé une facture de service public en une décennie, se qualifiant de chef de famille. L'homme dont les décisions exécutives concernaient généralement la garniture à mettre sur une pizza. Je leur ai donné l'argent, non pas parce que je respectais son autorité, mais parce que j'ai vu la façon dont il la regardait. Il la regardait comme si elle était une demoiselle en détresse et qu'il était le chevalier terrassant le dragon. Si je disais non, je devenais le dragon. Je pensais que si je donnais l'argent, elle irait à Bordeaux et nous laisserait tranquilles. J'avais tort. Elle n'est pas allée à Bordeaux pour construire une retraite. Elle est allée à Bordeaux pour faire la fête. Et apparemment, Antoine l'a accompagnée. C'était il y a 6 mois. Antoine m'a dit qu'il avait une conférence d'architecture à Paris. Réseautage, dit-il en faisant son sac de voyage. Client très important, des promoteurs de Dubaï. Je dois être au top.
Il est parti 3 jours. Pendant ces 3 jours, Chloé postait sans cesse sur Instagram. Des photos de vignobles, des photos de plateaux de fromage coûteux, des photos de 2 verres de vin rouge s'entrechoquant devant un coucher de soleil. J'ai zoomé sur l'une des photos. Dans le coin du cadre, posée sur la table, se trouvait la main d'un homme tenant un cigare. J'ai reconnu la bague au doigt. C'était l'alliance en platine avec la gravure personnalisée que j'avais achetée à Antoine pour notre 10e anniversaire. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'étais assise dans mon bureau à domicile, entourée de contrats pour mon entreprise, et je me sentais comme la femme la plus stupide du monde. Quand il est rentré, je lui ai demandé « Comment s'est passée la conférence ?» Épuisante, dit-il en évitant mon regard pendant qu'il défaisait ses bagages. Séminaire sans fin, conférence ennuyeuse. Mais j'ai noué de bons contacts. Je pense que j'ai vraiment impressionné les gars de Dubaï. As-tu vu Chloé? Elle était à Bordeaux ce week-end. Ça avait l'air charmant. Il se figea une fraction de seconde. Juste un bug dans la matrice. Non, dit-il en me tournant le dos pour suspendre une chemise. Pourquoi l'aurais-je vu? J'étais en ville, Amélie. Tu es paranoïaque. Tu essaies toujours de relier des points qui ne sont pas là. Il sortit un reçu de sa poche et le jeta sur la table. C'était un ticket de parking d'un garage parisien. Tu vois? La preuve. Arrête d'être si peu sûr de toi. C'est peu attrayant. Ça te fait paraître vieille. Je regardais le reçu. Il était horodaté pour 1 heure le vendredi matin. Il s'était garé, avait pris le reçu pour se créer un alibi, et était parti. Il avait planifié ça. Il avait mis en scène son mensonge. Je ne l'ai pas confronté à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'étais occupé. AS Solutions était au milieu de la phase la plus critique des négociations d'acquisition avec Innovation Capital. Je négociais un accord de 14 millions d'euros. Je travaillais 18 heures par jour. Je n'avais pas la bande passante mentale pour me disputer avec un mari infidèle. Je me suis dit, conclue juste l'affaire, sécurise l'argent, protège l'actif, puis occupe-toi d'Antoine. Mais j'ai sous-estimé à quel point ils étaient devenus effrontés. Ils ne se cachaient plus seulement. Ils l'affichaient. Ils se moquaient de moi en pleine face. Et le point culminant de leur cruauté s'est produit exactement 1 semaine avant qu'ils ne me quittent. Le dîner. C'était censé être une célébration de l'anniversaire d'Antoine. Je l'avais organisé, bien sûr. J'avais réservé une table à l'Ambroisie, un bistrot français branché de la ville qu'Antoine adorait parce que les portions étaient microscopiques et les serveurs impolis, ce qu'il prenait pour de la sophistication européenne. J'avais invité ses amis, un groupe de créatifs qui s'habillaient tous en noir monochrome et se plaignaient de la gentrification en sirotant des cocktails à 20 € payés par les fonds fiduciaires de leurs parents. Et bien sûr, Chloé. Je portais une robe bleu marine que je possédais depuis 5 ans. Elle était élégante, appropriée, modeste. C'était la robe d'une épouse qui soutient, pas d'une femme qui brille. Chloé est entrée avec 20 minutes de retard, attirant tous les regards de la pièce. Elle portait une robe nuisette rouge qui ressemblait plus à de la lingerie qu'à un vêtement. Elle était moulante, dos nu et criait à l'attention. C'était une robe qui disait « Regardez-moi. Je suis le personnage principal. » Joyeux anniversaire, beau-frère, ronronna-t-elle, se penchant pour embrasser Antoine sur la joue. Elle s'y attarda. Son rouge à lèvres rouge vif laissa une trace sur sa mâchoire. Il ne l'essuya pas. Il la portait comme un insigne d'honneur. Nous nous sommes assis. J'étais au bout de la table, près du poste de service. Antoine s'assit au milieu, le roi du festin, avec Chloé immédiatement à sa droite. La conversation tourna immédiatement autour du génie d'Antoine. Antoine nous parlait de sa vision pour le réaménagement des quais. Un de ses amis, un sculpteur raté nommé Julien, qui portait une écharpe à l'intérieur, dit « C'est révolutionnaire. C'est une tragédie qu'il soit si contraint par les petits esprits de cette ville. » Contraint par quoi, demandai-je, prenant une gorgée d'eau, essayant de participer. Par le banal, ricana Julien, me regardant directement avec des yeux qui jugeaient toute mon existence. Par le besoin de jouer la sécurité. Les artistes ont besoin de muse, Amélie. Ils ont besoin de feu. Ils ont besoin de chaos. Ils n'ont pas besoin de domesticité. Chloé rit, un son cristallin qui me tapa sur les nerfs. Elle toucha le bras d'Antoine,
ses doigts remontant le long de son biceps. Oh, Julien, ne sois pas méchant avec Amélie. Elle fait de son mieux. Quelqu'un doit bien tenir les comptes, non? Pendant que le reste d'entre nous rêve en couleur, Amélie rêve en noir et blanc. Je suppose, dit Antoine. Il me regarda, les yeux froids et détachés. Amélie est très pratique. Elle me garde les pieds sur terre. Parfois un peu trop sur terre, comme une encre traînant dans la boue ou un boulet. Chloé gloussa. Toute la table rit. Ce n'était pas un rire amical. C'était une meute de hyènes riant de la gazelle blessée. Je sentis une chaleur monter dans mon cou, une bouffée d'humiliation. Je ne suis pas une ancre, Antoine. Je suis le bateau. Sans le bateau, tu te noierais. Tu ferais du surplace au milieu de l'océan. Oh, susceptible, se moqua Chloé. Tu vois, aucun sens de l'humour. Antoine a besoin de quelqu'un qui peut rire. Quelqu'un qui peut courir avec lui. Quelqu'un qui comprend que la vie, c'est plus que simplement payer des factures. Je laissai tomber ma serviette. C'était un accident. Mes mains tremblaient de rage contenue. Je reviens tout de suite, dis-je, ayant besoin d'échapper à l'étouffement de leur ridicule, ayant besoin de respirer un air qui ne sentait pas leur parfum cher et leur condescendance. Je me penchai pour ramasser la serviette par terre. Et c'est là que je l'ai vue. La nappe était longue, tombant presque jusqu'au sol. Sous la table, dans la pénombre, je vis la main d'Antoine reposer sur le genou de Chloé. Ses jambes étaient croisées, penchées vers lui. Son pouce caressait sa peau, un rythme lent, intime, possessif. Haut et bas, haut et bas. Ils ne flirtaient pas seulement. Ils n'avaient pas seulement une liaison émotionnelle. Ils étaient ensemble, ici même, devant moi, au dîner que je payais. Je suis resté sous la table une seconde de plus que nécessaire, respirant à travers la nausée qui menaçait de vider mon estomac. J'ai tout vu clairement alors. Le manque de respect, le vol, la trahison. Ce n'était pas seulement qu'ils me trompaient. C'était qu'ils le faisaient alors que j'étais assise à 60 centimètres de là, payant leur champagne. Je me suis redressé. Mon visage était pâle, mais mes yeux étaient secs. « Est-ce que tout va bien, Amélie ?» demanda Antoine, l'air ennuyé. « On dirait que tu as vu un fantôme. Ne me dis pas que tu as une migraine. Tu as toujours des migraines au fait. » « Je vais bien, dis-je, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles. Juste un moment de clarté. Typique, marmonna Chloé dans son verre de vin. Toujours à plomber l'ambiance. Je suis restée assise pendant le reste de ce dîner. Je les ai regardés se toucher. Je les ai écoutés m'insulter. J'ai regardé Antoine donner à Chloé un morceau de dessert de sa fourchette. J'ai payé la note de 600 € avec la carte qu'Antoine pensait être adossée à mes économies de freelance. Mais dans ma tête, j'étais déjà parti. Dans ma tête, je calculais. J'ai réalisé alors que le simple fait de le quitter ne suffisait pas. Le divorce ne suffisait pas. Si je divorçais simplement, il jouerait la victime. Il essaierait de prendre la moitié de tout, prétendant avoir contribué à mon succès en me soutenant. Il utiliserait mon argent pour financer sa vie avec Chloé. Il rirait de moi dans ma propre maison. Non. J'avais besoin d'une option nucléaire. Je devais m'assurer que lorsque je partirais, j'emporterais le plancher avec moi pour qu'il tombe directement au sous-sol. Je devais briser sa réalité si complètement qu'il ne serait jamais capable de recoller les morceaux de son ego. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, Antoine était surexcité. « Super soirée », dit-il en desserrant sa cravate. « Tu as vu comment Chloé a charmé tout le monde ? Elle illumine vraiment une pièce. Tu pourrais apprendre une chose ou deux de ses compétences sociales, Amélie. » « C'est sûr, dis-je en éteignant les lumières. Elle met le feu à tout. » Une semaine plus tard, il faisait ses valises. Il pensait qu'il se débarrassait de moi. Il ne savait pas que j'avais déjà déverrouillé la cage et que j'attendais juste qu'il sorte pour pouvoir la verrouiller derrière lui et le regarder mourir de faim dans la nature. Le matin après le départ d'Antoine, je n'ai pas passé la journée à pleurer au lit en mangeant de la glace. Je n'ai pas appelé mes amis pour sangloter d'avoir été abandonné. Je l'ai passé dans le bureau vitré de Dubois et Associés, le cabinet d'avocats en divorce le plus impitoyable de Paris. Maître Dubois était un requin dans un costume 3 pièces sur mesure. Il avait des yeux perçants et un sourire qui terrifiait la partie adverse. Il avait été mon avocat d'entreprise pour AS Solutions, protégeant ma propriété intellectuelle,
mais aujourd'hui, il portait sa casquette de divorce. Alors, dit Maître Dubois, s'adossant dans son fauteuil en cuir, tapotant un stylo en or contre le bureau. Il est parti. Et le virement d'Innovaction Capital vient d'arriver sur votre compte séparé. Oui, dis-je. 14,8 millions d'euros. Ça a été crédité ce matin. Et il ne sait rien. Il pense que je suis une correctrice freelance gagnant 40 000 euros par an. Il pense que je découpe des coupons parce que je dois le faire, pas parce que je cache des actifs. Maître Dubois sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était un sourire de prédateur. Parfait. Maintenant, parlons stratégie. La France a un régime de communauté de biens. Habituellement, tout ce qui est acquis pendant le mariage est partagé à 50-50e. S'il découvre l'argent, il voudra 7 millions. Il argumentera qu'il a soutenu votre carrière, qu'il a été le vent sous vos ailes. Il n'aura pas un centime, dis-je, la voix dure. Il était l'encre à mes chevilles. C'est pourquoi nous avons le protocole en béton armé, dit Maître Dubois, tapotant un épais dossier sur son bureau. Nous nous y étions préparés. Des années auparavant, quand j'ai commencé à gagner de l'argent sérieusement, Maître Dubois m'avait conseillé de mettre en place un contrat de mariage post-nuptial. À l'époque, j'avais dit à Antoine que c'était pour le protéger de mes dettes commerciales potentielles, car je prenais des contrats freelance risqués. Je lui avais dit que je ne voulais pas que sa cote de crédit soit ruinée si j'échouais. Antoine, terrifié par les dettes et protecteur de sa précieuse cote de crédit, l'avait signé sans le lire. Il pensait se protéger de mon échec. En réalité, il avait renoncé à son droit sur tout futur actif provenant de mon entité commerciale en biens propres. Le contrat est solide, confirma Maître Dubois. Mais nous devons être prudents. S'il peut prouver qu'il a contribué à l'entreprise, même émotionnellement ou en vous donnant des conseils, il pourrait le contester. Vous a-t-il déjà aidé? Nommer l'entreprise, concevoir un logo? Il appelait mon travail taper pour des clopinettes, dis-je. Il ne m'a jamais posé une seule question sur mon entreprise en disant. J'ai des journaux intimes. J'ai des témoins. Justine témoignera qu'il pensait qu'elle était ma professeure de yoga. Bien. Maintenant, regardons les comptes joints. Maître Dubois afficha le rapport de comptabilité judiciaire sur un grand écran au mur. C'était une autopsie de notre mariage en chiffres. Une feuille de calcul de la trahison. Ici, Maître Dubois pointa une série de retraits surlignés en rouge. 500 ici, 2000 là, des hôtels à Bordeaux, des dîners dans des steakhouse, des bijouteries. Chloé, murmurai-je. Nous avons tracé les transactions, dit Maître Dubois. Il a payé l'appartement de votre sœur pendant les 6 derniers mois en utilisant le compte d'épargne joint, l'argent que vous avez déposé. Il l'a retiré en espèces ou en frais de consultation, mais nous avons fait correspondre les montants à ses chèques de loyer. Je fixai l'écran. La trahison était maintenant mathématique. Indiscutable. Il avait utilisé mon argent, l'argent pour lequel je travaillais 80 heures par semaine, pour créer un nid d'amour pour ma sœur. Il avait financé sa liaison avec mon salaire. C'est de la dissipation des actifs matrimoniaux, dit Maître Dubois. Nous pouvons récupérer ça. Mais Amélie, nous pouvons faire plus que simplement gagner au tribunal. Nous pouvons détruire son récit. Comment? Il est architecte, n'est-ce pas? Ou il prétend l'être. Sa réputation est sa monnaie d'échange. Il compte sur la perception du succès. Si le monde sait qu'il est un imposteur qui a profité de sa femme tout en couchant avec sa sœur, si le monde voit les reçus, il est fini. Personne ne lui fera confiance. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à l'enfant en or et au bouc émissaire. J'ai pensé au dîner de Noël. J'ai pensé à la robe rouge. J'ai pensé aux 15 ans que j'ai passé à me faire petite pour qu'il puisse se sentir grand. Je ne veux pas seulement gagner, Maître Dubois, dis-je. Je veux qu'il le sente. Je veux qu'il sache exactement ce qu'il a jeté. Je veux qu'il voie les 14 millions d'euros et qu'il sache qu'il ne peut pas en toucher un centime. Je veux qu'il comprenne que l'épouse ennuyeuse était la PDG depuis le début. Alors nous procédons à la révélation, dit Maître Dubois. Mais vous devez être froide. Aucune émotion. Vous le laissez creuser sa propre tombe. Vous le laissez penser qu'il gagne jusqu'à ce que le piège se referme. Ne vous inquiétez pas, dis-je en me levant et en lissant ma jupe. Mon cœur est de glace. J'ai pleuré toutes mes larmes il y a des années.
Je suis rentré chez moi. J'ai changé les serrures de la porte, non pas pour l'empêcher d'entrer, mais pour marquer le coup. J'ai emballé le reste de ses affaires, ses croquis médiocres, ses outils de sculpture coûteux, sa collection de disques vinyles prétentieux qu'il n'écoutait jamais. Je les ai mis dans des boîtes près de la porte. J'étais prête pour la guerre. Mais d'abord, je devais m'occuper des singes volants. Dans les systèmes familiaux narcissiques, lorsque le bouc émissaire cesse enfin d'accepter l'abus, l'agresseur envoie les singes volants, des personnes recrutées pour culpabiliser la victime afin qu'elle se soumette à nouveau. Ce sont les facilitateurs, ceux qui disent « mais c'est la famille » ou pour excuser l'inexcusable. Ma mère m'a appelé 3 jours après le départ d'Antoine. J'ai vu son nom sur l'identifiant de l'appelant et j'ai senti ce vieux nœud familier de crainte dans mon estomac. Le conditionnement de 40 ans est difficile à briser. L'instinct de décrocher, de réparer, de s'excuser était fort. J'ai décroché. Amélie, la voix de ma mère était aiguë, tranchant la ligne. « Qu'est-ce que j'entends à propos de toi qui as mis Antoine dehors ?» Il m'a appelé en panique. « Il m'a quitté, maman, » dis-je calmement, mettant le téléphone sur haut-parleur tout en me versant un verre de vin cher. Un vin que je n'avais plus à cacher. Il a fait une valise et il est parti. Il est avec Chloé. J'ai attendu l'indignation. J'ai attendu qu'elle dise « Mon Dieu, ta sœur a fait quoi ?» C'est horrible. Est-ce que ça va? Au lieu de cela, il y eut un long soupir. Un soupir qui impliquait que j'étais le problème. Oh, Amélie, tu sais comment est Chloé. Elle est impulsive. Elle ressent les choses profondément. Elle suit son cœur. Elle ne pense pas aux conséquences comme toi. Elle couche avec mon mari, maman. Eh bien, il faut être 2 pour danser le tango, lança-t-elle. Antoine m'a appelé. Il avait l'air dévasté. Il a dit que tu étais froide. Il a dit que tu l'avais chassé avec ton manque de chaleur. Il a dit qu'il avait trouvé du réconfort auprès de Chloé parce qu'elle comprend son âme d'artiste. Il a dit que tu le faisais se sentir petit. Son âme d'artiste, ris-je, un son rauque et déchiqueté qui me surprit. Maman, c'est un homme de 45 ans qui n'a pas payé une facture depuis 2010. C'est une sangsue. Et Chloé est une voleuse. Ne parle pas de ton mari comme ça. Et ne parle pas de ta sœur comme ça. Écoute, c'est un gâchis, mais nous devons gérer ça en famille. Chloé m'a appelé aussi. Elle pleure. Elle dit qu'elle l'aime. Elle dit qu'ils sont des âmes sœurs. Elle dit qu'ils ont enfin trouvé le bonheur. Je me fiche de ce qu'elle dit. Amélie, écoute-moi. Tu es la forte. Tu l'as toujours été. Chloé est fragile. Si tu fais une scène, si tu divorces et que tu rends ça public, ça détruira sa réputation. Elle essaie de construire sa marque de bien-être. Elle ne peut pas gérer un scandale. Alors, tu veux que je fasse quoi? Que je reste marié avec lui pendant qu'il vit avec elle? Que je continue à payer ses factures? Non. Ne sois pas ridicule. Mais peut-être que tu pourrais les soutenir pendant un certain temps. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Antoine dit qu'il a été coupé du compte en banque. Il ne peut même pas acheter à manger. Tu as ce travail stable. Tu peux te permettre de les aider. Sois la plus intelligente, Amélie. Fais-le pour la famille. Fais-le pour moi. Je vieillis. Je ne peux pas supporter ce stress. La pièce tourna. Ma mère me demandait de financer la liaison de mon mari avec ma sœur parce que j'étais la forte, parce que j'étais le portefeuille. Elle protégeait l'enfant en or. Même en détruisant le bouc émissaire, quelque chose en moi s'est brisé. C'était le dernier lien qui me retenait à ma famille biologique. Le dernier fil de culpabilité sectionné. Non, dis-je. Pardon? Non, je n'envoie pas d'argent. Je ne suis pas la plus intelligente. Je ne répare pas ça. Et je ne me tais pas, Amélie, si tu fais ça, si tu tournes le dos à ta sœur quand elle a besoin de toi. Elle a volé mon mari, maman, criai-je, perdant enfin mon sang-froid. Elle n'a pas emprunté un pull. Elle a volé ma vie. Et tu l'aides. Tu as toujours été égoïste, siffla ma mère, montrant son vrai visage. Toujours à compter les points. Bien. Si tu veux être seul, sois seul. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu réaliseras que l'argent n'achète pas l'amour. Tu as raison, dis-je, ma voix tombant à un murmure mortel.
L'argent n'achète pas l'amour, mais il peut acheter un avocat très cher, et il peut acheter le silence. Au revoir, maman. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai fait défiler et bloquer le numéro de mon père aussi. Je suis restée assise dans le silence de mon appartement. J'étais une orpheline maintenant, une orpheline de 42 ans avec 14 millions d'euros et un cœur plein d'essence. Mon téléphone a sonné. C'était un texto d'Antoine. Amélie, je sais que tu souffres, mais couper la carte de crédit était mesquin. J'ai besoin d'acheter des fournitures de dessin pour un nouveau projet. Pouvons-nous nous voir? Nous devons parler du règlement du divorce. Je veux que ça reste à l'amiable. Je pense que je mérite une pension alimentaire étant donné tout ce que j'ai sacrifié pour ta carrière. Il voulait parler d'un règlement. Il pensait qu'il y avait un pot d'or au bout de cet arc-en-ciel pour lui. Il pensait qu'il pouvait me culpabiliser pour que je lui verse une pension. J'ai souri. Un plan s'est formé dans mon esprit. Un plan cruel et magnifique. Je n'allais pas seulement le rencontrer pour un café. Je n'allais pas seulement envoyer un email. J'allais lui donner exactement ce qu'il voulait, une scène. J'ai répondu, tu as raison. J'ai été mesquine. Je veux faire la paix. C'est bientôt ton anniversaire, ce samedi. J'avais déjà réservé la salle privée à l'atelier de Joël Robuchon. L'acompte n'est pas remboursable. Pourquoi n'amènerais-tu pas Chloé et tes amis pour un dernier dîner? Nous pourrons discuter des termes de la séparation là-bas. J'ai une proposition pour toi qui, je pense, résoudra les problèmes financiers de tout le monde. Les 3 points sont apparus immédiatement. Il tapait. Il était impatient. Ça semble mature, Amélie. Je suis content que tu reviennes à la raison. L'atelier de Joël Robuchon. Waouh. J'ai toujours voulu y aller. Nous serons là. Chloé sera heureuse de mettre les choses au clair. Il a mordu à l'hameçon. Il pensait qu'il venait à une cérémonie de reddition. Il pensait que j'allais lui donner un chèque. Il ne savait pas qu'il se dirigeait vers une exécution. Si vous appréciez cette histoire de trahison et de vengeance imminente, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide plus de gens à trouver la chaîne et préparez-vous, car c'est au dîner que tout explose. Les jours précédant le dîner à l'atelier de Joël Robuchon furent les plus longs de ma vie, mais aussi les plus exaltants. Pour la première fois en 15 ans, je ne faisais pas les 100 pas en m'inquiétant de savoir comment payer une facture ou comment apaiser l'ego fragile d'Antoine. Je bougeais avec la précision froide et calculée d'un général préparant une frappe finale. J'ai rencontré Justine au restaurant 2 jours avant l'événement. L'atelier n'est pas seulement un restaurant, c'est une forteresse de prétention culinaire au cœur du quartier financier de Paris. Il a des murs de velours sombre, un éclairage qui donne à tout le monde l'air riche, et une liste d'attente qui nécessite généralement un sacrifice de sang. Je suis entré en portant un trench coat et des lunettes de soleil, me sentant comme une espionne dans ma propre vie. Tout est en place, murmura Justine en me guidant vers la salle à manger privée que j'avais réservée. Elle s'appelait le caveau, un nom approprié pour ce qui allait se passer. Elle était insonorisée, bordée de bouteilles de vin valant plus que la maison de mes parents, et dominée par une longue table en acajou. Mais la caractéristique la plus importante était l'écran de 80 pouces monté discrètement sur le mur du fond, habituellement utilisé pour des diaporamas d'entreprise ou des montages d'anniversaires sentimentaux. Nous avons testé la connexion, dit Justine en ouvrant son ordinateur portable. La présentation est chargée. L'audio de l'enquêteur privé est synchronisé avec la diapositive 42. La résolution est 4K. Ils vont voir chaque pixel de leur propre destruction. J'ai passé ma main sur le bois poli de la table. Et le plan de table est arrangé exactement comme vous l'avez demandé, dit-elle. Antoine à la tête, face à l'écran. Chloé à sa droite. Vous à l'extrémité opposée, contrôlant la télécommande. Les amis Julien, Léa et Marc remplissant les côtés. Parfait. J'ai regardé les épreuves du menu. J'avais précommandé l'expérience de la table du chef, un menu dégustation de 12 plats qui coûtait 450 € par personne, sans compter les accords mets et vins. Tu veux vraiment les nourrir, demanda Justine en haussant un sourcil. Après ce qu'ils ont fait? Je les veux à l'aise, dis-je en fixant le plat de bœuf wagyu avec mousse de truffe au menu. Je les veux repus, heureux et ivres de vin cher. Je veux qu'ils aient l'impression d'avoir gagné. La chute est beaucoup plus dure quand on est au sommet d'une montagne de luxe. Je suis rentré dans mon appartement vide, qui semblait moins vide et plus spacieux d'heure en heure,
et j'ai finalisé la présentation. Ce n'était pas juste un diaporama. C'était une autopsie judiciaire de mon mariage. J'avais passé des nuits avec l'équipe de Maître Dubois à fouiller dans 10 ans de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit et de mets. J'avais créé des graphiques. J'avais scanné des reçus. J'avais superposé des chronologies montrant exactement où je travaillais par rapport à où Antoine dépensait. Mais le plus dur n'était pas les maths. C'était le jeu d'acteur. Je devais jouer le rôle de l'épouse vaincue une dernière fois. Antoine m'a envoyé un texto le vendredi soir, je confirme pour demain. Chloé est un peu nerveuse. Elle espère que tu ne feras pas de scène. Elle est très sensible. J'ai fixé l'écran, m'émerveillant de l'audace. Elle couche avec mon mari, emménage dans un appartement payé avec mon argent, et c'est elle qui est sensible. J'ai répondu, dis-lui de ne pas s'inquiéter. La soirée est consacrée à la clôture. Je veux juste que tout le monde soit heureux. J'ai commandé le Bordeaux millésimé qu'elle aime. Tu es une femme bien, Amélie, a-t-il répondu. Je savais que tu finirais par comprendre. Il y croyait vraiment. Il croyait vraiment que j'étais si désespéré de son approbation, si conditionné à être un paillasson que je leur paierais le dîner pour m'excuser de leur trahison. Ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir en pratiquant mon visage. J'ai pratiqué le sourire triste et résigné. J'ai pratiqué les épaules voûtées. J'ai pratiqué le regard d'une femme qui a accepté sa place de personnage de fond quelconque. Mais derrière mes yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Une étincelle, un feu. J'ai regardé la femme dans le miroir. 42 ans, des rides de sagesse autour des yeux, une force dans la mâchoire. Et j'ai murmuré, demain, tu réduis tout en cendres. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé au milieu de mon lit king size, écoutant la ville bourdonner à l'extérieur, pensant à chaque fois qu'Antoine m'avait fait taire. Chaque fois que Chloé avait emprunté des vêtements et les avait rendus tachés, chaque fois que ma mère m'avait dit d'être plus compréhensive. J'ai pensé aux 14,8 millions d'euros dormant sur mon compte secret. L'argent n'achète pas le bonheur, disent-ils. Mais allongé là, dans le noir, j'ai réalisé que c'était un mensonge que les pauvres racontaient pour se sentir mieux. L'argent achète des options. L'argent achète la sécurité. Et dans mon cas, l'argent était sur le point d'acheter la justice la plus spectaculaire que Paris ait jamais vue. Le soleil s'est levé le samedi matin. C'était une journée grise et brumeuse, un temps parfait pour des funérailles. Et c'est ce que cette soirée était, les funérailles de l'ego d'Antoine. Je suis arrivé à l'atelier 30 minutes en avance. Je voulais être assise, calme et en contrôle de l'espace avant qu'il n'arrive. Je portais la même robe bleu marine que j'avais portée au dîner désastreux une semaine auparavant, la robe ennuyeuse. Je voulais avoir l'air exactement comme il se souvenait de moi. Prévisible, sûr, invisible. Justine était cachée dans une banquette de la salle à manger principale, agissant comme mon soutien. Si quelque chose tournait mal ou si Antoine devenait violent, elle avait la sécurité en composition rapide. Je me suis assise au bout de la longue table en acajou dans le caveau. La pièce sentait les lisses chères et le vieil argent. Un serveur m'a versé un verre d'eau pétillante. Nous sommes prêts pour la présentation quand vous le voudrez, madame, murmura-t-il. Je lui avais donné un pourboire de 500 € à l'avance pour m'assurer une coopération absolue. Merci, Henri. Attendez juste mon signal. À 19h15, ils sont arrivés. Je les ai entendus avant de les voir. Le rire de Chloé, ce sont de carillons aigus qui me faisaient sourire autrefois, mais qui sonnaient maintenant comme des ongles sur un tableau noir, résonnaient dans le couloir. La porte s'est ouverte. Antoine est entré le premier. Il avait l'air expansif. Il portait un nouveau costume, un que je savais ne pas avoir payé, ce qui signifiait qu'il l'avait probablement mis sur une carte de crédit qu'il supposait que je finirais par payer. Il a balayé la pièce du regard, admirant les lustres en cristal, les chaises en velours, l'opulence pure du lieu. Waouh, souffla-t-il. Amélie, tu as vraiment mis le paquet. Chloé se glissa derrière lui. Si sa robe de la semaine dernière était inappropriée, celle-ci était une déclaration de guerre. Elle était blanche. Une robe de cocktail bustier en dentelle blanche qui avait un air dérangeant de robe de mariée. Elle s'accrochait au bras d'Antoine à deux mains. Derrière eux suivaient les singes volants, Julien le sculpteur raté, Léa la poétesse qui vivait au crochet de ses parents, et Marc, le colocataire d'université d'Antoine qui m'avait toujours regardé comme si j'étais la domestique. Salut,
Amélie, dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Elle ne lâcha pas Antoine. Cet endroit est fou. Je n'arrive pas à croire que nous ayons eu une réservation. Tu as dû faire jouer tes relations. J'ai tiré quelques ficelles, dis-je doucement, faisant un geste vers les sièges. S'il vous plaît, asseyez-vous. Joyeux anniversaire, Antoine. Antoine prit le siège en bout de table, le siège du pouvoir. Chloé s'assit à sa droite. Les amis s'installèrent, me regardant avec ce mélange spécifique de pitié et de mépris que les gens réservent à l'ex-femme qui ne sait pas quand abandonner. Alors, dit Julien en dépliant sa serviette. On se disait justement dans le VTC à quel point c'est mature. Une séparation à l'amiable, n'est-ce pas? Très Gwyneth Paltrow. Quelque chose comme ça, dis-je. C'est bien que tu acceptes la réalité, Amélie, intervint Léa, attrapant la corbeille à pain. Antoine et Chloé, leur énergie est juste indéniable. C'est de la physique quantique. On ne peut pas lutter contre la physique. Non, acquiesçai-je, serrant mon verre d'eau sous la table. On ne peut certainement pas lutter contre la physique, ni contre les mathématiques. Le sommelier arriva pour verser l'accord du premier plat. Un champagne vif. Antoine et Chloé trinquèrent, levant haut leur verre. Au nouveau départ. À suivre son cœur et à laisser le passé derrière soi. Elle me regarda droit dans les yeux en disant le passé. À Antoine, reprit la table en chœur. Antoine rayonnait. Il ressemblait à un roi tenant sa cour. Il me regarda de l'autre bout de la table avec un sourire bienveillant. Merci, Amélie, dit-il. Vraiment, ça compte beaucoup. Je sais que les choses ont été difficiles, mais je suis content que nous puissions être civilisés. Je veux que nous soyons amis. Je veux que tu fasses partie de nos vies. Peut-être même que tu pourras aider Chloé avec son business plan. Tu es doué pour la paperasse ennuyeuse. J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. Il me quittait, couchait avec ma sœur, et dans le même souffle me demandait de faire sa paperasse. Nous pourrons parler de tout ça, dis-je, la voix stable. Mais d'abord, mangeons. J'ai commandé le menu dégustation. Je pense que vous allez adorer le troisième plat. Il s'appelle fumée et miroir. Le dîner se déroula. Je les ai regardés manger ma nourriture. J'ai regardé Chloé donner une bouchée de coquille Saint-Jacques à Antoine. J'ai regardé Marc chuchoter quelque chose à Julien en me regardant et en ricanant. Ils ont bu bouteille après bouteille de vin. Ils sont devenus plus bruyants. Ils sont devenus plus arrogants. Ils ont oublié que j'étais là. Ou plutôt, ils m'ont traité comme un meuble. Fonctionnel, nécessaire, mais facilement ignoré. Je pense à agrandir le cabinet, annonça bruyamment Antoine pendant le plat de canard. Maintenant que j'ai le bon environnement créatif, Chloé et moi cherchons des lofts à Saint-Germain-des-Prés, quelque chose avec des briques apparentes. Cher, mais ça vaut le coup pour l'inspiration. Comment le paieras-tu, demandai-je tranquillement. La table se tut une seconde. Oh, Amélie, soupira Antoine en levant les yeux au ciel. Toujours la comptable. L'argent, c'est de l'énergie. Ça circule. Quand tu alignes tes chakras, les ressources apparaissent. De plus, nous réglerons les détails du règlement. Je suis sûr que tu veux être juste. Juste, répétai-je. Oui, la justice est très importante pour moi. Au moment où le dessert arriva, une sphère de chocolat qui fondait lorsqu'on versait du caramel chaud dessus, ils étaient ivres et complaisants. Ils étaient gonflés d'arrogance. Amélie, dit Antoine, se penchant en arrière et se tapotant le ventre. C'était incroyable. Tu t'es vraiment surpassé. C'est un bel adieu. Ce n'est pas tout à fait fini, dis-je en me levant. La pièce se calma. J'ai préparé quelque chose, dis-je en marchant vers le mur avec l'écran. Une petite présentation. Puisque nous sommes tous là, puisque nous discutons de l'avenir et du passé. Oh mon Dieu, gémit Chloé. Est-ce un montage photo? S'il te plaît, dis-moi que ce ne sont pas des photos de ton mariage. Ce serait tellement gênant. Pas exactement, dis-je. Je sortis une télécommande métallique élégante de ma poche. Je fis signe à Henri, le serveur, qui tamisa les lumières. Antoine, dis-je, ma voix changeant. La douceur avait disparu. Le timbre de l'épouse ennuyeuse fut remplacé par la voix que j'utilisais pour négocier des contrats de plusieurs millions d'euros.
Tu as dit que je n'étais pas remarquable. Tu as dit que je manquais d'ambition. Tu as dit que je te freinais. Amélie, ne fais pas un discours, prévint Antoine, l'air mal à l'aise. Je ne fais pas un discours, dis-je. Je fais une déclaration. Je cliquai sur le bouton. L'écran s'illumina, mais ce n'était pas une photo de nous. Ce n'était pas un souvenir. C'était un logo. Net, moderne, or métallique sur fond noir. AS Solutions, gestion de crise et stratégie de marque. Qu'est-ce que c'est? Demanda Julien en plissant les yeux. C'est ton nouveau blog. Diapositive suivante, me dis-je. Je cliquai à nouveau. L'écran changea. Un graphique apparut. Un graphique en courbe qui commençait à plat puis montait en flèche comme une fusée, grimpant vers des chiffres qui donnaient le vertige aux personnes dans cette pièce. Chiffre d'affaires annuel, année 1, 120 000 euros, année 2, 850 000 euros, année 3, 2 400 000 euros, année 4, 4 200 000 euros, actuel, 6 500 000 euros. La pièce était silencieuse. Pas le silence poli d'un dîner, mais le silence confus et lourd de gens essayant de résoudre une énigme dans une langue qu'ils ne parlaient pas. Antoine, bredouillant légèrement à cause du vin, demanda « À qui appartient cette entreprise ?» « La mienne, dis-je. » Le mot resta en suspens dans l'air, simple et dévastateur. Chloé laissa échapper un rire aigu et incrédule. « La tienne, Amélie ? Tu corriges des manuels de CVC. Tu corriges des fautes de frappe pour gagner ta vie. Je n'ai pas corrigé un seul manuel depuis 10 ans, Chloé, dis-je, marchant lentement vers le bout de la table. Pendant que tu essayais de devenir une influenceuse et qu'Antoine cherchait sa vision, je construisais le premier cabinet de gestion de crise de la French Tech. Vous vous souvenez de ce scandale avec le PDG d'un géant de la technologie l'année dernière? Celui qui a disparu des nouvelles en 48 heures? C'est moi qui ai fait ça. Vous savez, la violation de données chez Social Corp qui n'a jamais affecté le cours de leurs actions? C'est moi qui ai réparé ça. Je cliquai à nouveau sur la télécommande. Une diapositive intitulée Liste des clients, expurgés, apparut. Même avec les noms masqués, les logos étaient reconnaissables. Des entreprises du CAC 40, de grandes plateformes technologiques, des banques internationales. Je suis la réparatrice dont les gens parlent à voix basse, dis-je, regardant directement Antoine. Je suis la femme que les PDG appellent à 3 heures du matin quand leur monde est en feu. Et j'ai construit tout ça depuis notre bureau d'appoint pendant que tu faisais la grasse matinée. Le visage d'Antoine perdait sa couleur. Il regardait de l'écran à moi, essayant de réconcilier l'épouse ennuyeuse qu'il connaissait avec la titan qui se tenait devant lui. « Tu mens, murmura-t-il. Tu me l'aurais dit. Nous sommes mariés. Nous sommes partenaires. Les partenaires partagent les fardeaux, dis-je. Les partenaires n'appellent pas leur femme quelconque. Les partenaires ne couchent pas avec leur sœur. » Je cliquai à nouveau. Communiqué de presse, embargo jusqu'à aujourd'hui. Innovation Capital acquiert AS Solutions pour 28 millions d'euros. La fondatrice Amélie J. conserve un siège au conseil d'administration. Le chiffre était en gras. 28 millions d'euros. L'accord a été finalisé hier matin, dis-je. Mon paiement personnel après impôt et après avoir payé ma partenaire Justine a atterri sur mon compte séparé juste au moment où tu fermais ta valise. Je passai à la diapositive suivante. Une capture d'écran du solde de mon compte bancaire. Solde disponible, 14 842 000 euros. Le souffle collectif dans la pièce fut audible. Julien laissa tomber sa fourchette. Elle cliqueta bruyamment contre la porcelaine. La bouche de Chloé s'ouvrit, ses yeux passant de l'écran à moi, calculant, réalisant. 14 millions, couina Chloé. Sa voix était fine, terrifiée. 14,8, corrigeai-je. Presque 15. Antoine se leva. Ses jambes étaient chancelantes. Il ressemblait à un homme qui venait d'être heurté par un camion mais qui n'avait pas encore réalisé qu'il saignait. « Amélie, dit-il, la voix tremblante. Chérie, pourquoi? Pourquoi n'as-tu rien dit? C'est incroyable. Nous sommes riches. Nous pouvons. Le cabinet, le loft. » Il fit un pas vers moi, les mains tendues, son visage passant de la confusion à un espoir désespéré et avide. Je savais que tu étais spécial. Au fond de moi, j'ai toujours su que tu avais cette profondeur cachée. C'est pour ça que je t'ai poussé.
Je t'ai poussé à être grande. Je ris. C'était un son froid et sec. Assieds-toi, Antoine. Mais nous devons fêter ça, balbutia-t-il. Champagne. Garçon. Plus de champagne. Ma femme est un génie. J'ai dit, assieds-toi, aboyai-je. L'ordre claqua comme un fouet. Il s'assit. Tu penses que c'est pour toi, demandai-je en désignant l'écran. Tu penses que cet argent est à nous, Antoine? Regarde la date d'ouverture du compte. Regarde la structure de l'entreprise. Je cliquai à nouveau. Contrat de mariage post-nuptial, clause 4B, tout actif dérivé d'AS Solutions SAS et la propriété unique et séparée d'Amélie J. Le document apparut à l'écran, agrandi. Sa signature était en bas. Tu as signé ça il y a 7 ans. Tu ne l'as pas lu parce que tu étais trop occupé à t'inquiéter que mon petit passe-temps freelance ruine ta cote de crédit. Tu as renoncé à ton droit sur chaque centime. Non, murmura-t-il. Ce n'est pas. Ce n'est pas légal. Je ne savais pas, c'est très légal, dis-je. Et mettre du bois est très cher. Mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est la section suivante. Je me penchai, plaçant mes mains sur la table, le dominant. Tu vois, Antoine, j'étais prête à partager. Pendant longtemps, je prévoyais de te faire la surprise. Je gardais ça pour notre anniversaire. J'allais t'acheter ce cabinet que tu voulais. J'allais tout te donner. Je vis la douleur dans ses yeux, la réalisation de ce qu'il avait perdu. Mais ensuite, continuai-je, tu as commencé à coucher avec ma sœur. Et pire, tu as commencé à dépenser mon argent pour elle. Je pointai la télécommande vers l'écran comme une arme. Maintenant, dis-je, regardons les reçus. L'atmosphère dans la pièce passa du choc à l'horreur. Les amis s'agitaient sur leur siège, cherchant la sortie, mais la porte était fermée et Henri se tenait devant, les bras croisés. Ils étaient piégés dans ma masterclass. Vous avez tous dit que j'étais radine, dis-je en arpentant la longueur de la table. Tu as dit à tes amis que j'étais un boulet qui comptait chaque centime. Voyons où les centimes sont allés. Je cliquai sur la télécommande. Une feuille de calcul Excel apparut. Elle était codée par couleur. Rouge pour Antoine, rose pour Chloé. Ça, dis-je en pointant une colonne, c'est le fonds de précaution. L'argent que je prétendais économiser de mes travaux de correction. En réalité, j'y déposais 5 000 € par mois pour payer les factures pendant que tu jouais à l'architecte. La liste défila. 12 mars, Ritz-Carlton Bordeaux, 1 200 €. Antoine et Chloé. 14 mars, boutique Chanel, 3 400 €. Sac à main pour Chloé. 2 avril, retrait en espèces, 5 000 €. Honoraire de consultation déposé sur le compte de Chloé. Tu as volé sur le compte joint, dis-je à Antoine. Tu as pris l'argent que j'y avais mis pour notre prêt immobilier et tu l'as utilisé pour lui acheter un sac à main. Je me tournai vers Chloé. Elle était pâle, serrant sa serviette contre sa poitrine. Et toi, dis-je, l'enfant en or. Tu as dit à maman que tu montais une entreprise. Tu as dit à Antoine que tu avais besoin d'un capital de départ. Je cliquai. Dépenses professionnelles de Chloé, Sephora, 800 €. Vêtements Revolve, 1 200 €. Billets VIP pour Coachella, 2 000 €. Loyer pour un appartement dans le 16e, 1 500 € par mois. Tu n'as pas monté une entreprise, dis-je. Tu as commencé un style de vie à mes frais. Antoine a dit qu'il s'en occupait, cria Chloé, sa voix se brisant. Il m'a dit qu'il concluait des affaires. Il a dit qu'il avait du succès. Il a menti, dis-je simplement. Il n'a pas conclu d'affaires depuis 6 ans. Chaque steak que tu as mangé, chaque verre de vin que tu as bu, chaque fil de vêtements sur ton dos en ce moment. C'est moi qui l'ai payé. Je me tournai vers les amis. Julien, Léa, Marc. Et vous trois, dis-je. Ils se figèrent. Julien, dis-je, tu te souviens de cette exposition que tu as eue? Celle où tu as vendu 3 sculptures et dit à tout le monde que tu perçais enfin. Je cliquai. Un chèque encaissé apparut. Acheteur, Trust Anonyme. Montant, 15 000 €. C'est moi qui les ai achetés, dis-je. Antoine m'a supplié. Il a dit que tu étais déprimé. Il a dit que si tu ne vendais rien, tu arrêterais l'art. Alors,
j'ai acheté tes horribles bouts de métal tordus et je les ai mis en entrepôt. Tu n'es pas un génie, Julien. Tu es un cas de charité. Le visage de Julien devint cramoisi. Il s'avachit sur sa chaise, l'air de vouloir se dissoudre. Et Marc, continuai-je, le prêt qu'Antoine t'a fait pour ton investissement en crypto. C'était mon bonus de la crise du géant de la technologie. Je les regardais tous. Vous vous êtes tous assis ici ce soir, buvant mon vin, mangeant ma nourriture, et riant de moi. Vous m'avez traité d'ennuyeuse. Vous m'avez traité de quelconque. Mais la seule raison pour laquelle l'un d'entre vous est assis dans cette pièce, portant ses vêtements, vivant cette vie fantasmée, c'est parce que je travaillais. Je me retournai vers Antoine. Il pleurait. Pas les larmes silencieuses et dignes d'une star de cinéma, mais des sanglots laids, morveux, saccadés. Amélie, s'il te plaît, balbutia-t-il. Je ne savais pas. Je suis désolé. J'ai tout gâché. On peut arranger ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Chloé n'était qu'une erreur. Une crise de la quarantaine. Ça ne signifiait rien. Rien, hurla Chloé. Elle se leva, renversant sa chaise. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit qu'Amélie était une frigide qui ne te comprenait pas. Tu m'as dit que tu allais la quitter et que nous voyagerions à travers le monde. Tais-toi, Chloé, cria Antoine. Tu m'as séduit. Tu m'as fait croire que j'étais spécial. Mais tu n'es qu'une sangsue. Regarde ce que tu m'as coûté. 14 millions d'euros. L'alliance s'effondrait. Les rats se mangeaient entre eux. Ce n'est pas seulement l'argent, Antoine, dis-je, ma voix tranchant leur dispute. C'est le manque de respect. C'est le fait que tu m'as regardé tous les jours pendant 15 ans et que tu ne m'as pas vu. Tu as vu un portefeuille. Tu as vu une femme de ménage. Je cliquais sur la télécommande une dernière fois. Mais juste au cas où tu penserais que Chloé t'aimait vraiment, dis-je, juste au cas où tu penserais qu'elle était là pour ton âme. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Antoine en s'essuyant le nez. Ça, dis-je, c'est un enregistrement de l'enquêteur privé que j'ai engagé lorsque j'ai soupçonné la liaison pour la première fois. Ça a été enregistré il y a 3 semaines au brunch, quand Chloé était avec ses amis. J'appuyai sur play. Le son retentit à travers les haut-parleurs de haute qualité du caveau. Le bruit des couverts qui s'entrechoquent et du brouhaha de fond remplit la pièce. Puis la voix de Chloé, claire comme de l'eau de roche, perça le bruit. Audio Chloé, oh mon Dieu, il est si épuisant. Il parle d'architecture pendant des heures. Je hoche juste la tête et je dis, waouh, chérie, tu es un visionnaire. C'est pathétique. Une autre voix féminine rit. Alors pourquoi es-tu avec lui? Il est un peu vieux, non? Audio Chloé, il est vieux et il est mou. Et au lit, disons juste que c'est beaucoup d'efforts pour très peu de récompenses. Elle marqua une pause, prenant probablement une gorgée de mimosa. Mais il contrôle l'argent. Sa femme est cette petite chose effacée qui travaille tout le temps, et il a accès au compte. Il m'a acheté le bracelet Cartier hier. Je me dis que je vais rester jusqu'à ce qu'il la convainque de divorcer et de lui donner la moitié. Ensuite, je prendrai ma part et j'irai à Bali avec un surfeur sexy. Tu es diabolique, rit l'ami. Audio Chloé, je suis pratique. Antoine est un tremplin. Un tremplin mou, nécessiteux et qui cache sa calvitie. Le son se coupa. Le silence dans la pièce était absolu. Il était plus lourd que le silence après la révélation du chiffre d'affaires. C'était le silence de l'humiliation totale. Antoine tourna lentement la tête pour regarder Chloé. Son visage était un masque de trahison. L'homme qui venait de me dire que Chloé comprenait son âme venait de l'entendre l'appeler un tremplin mou. Toi, murmura Antoine. Tu disais que j'étais un dieu. Le visage de Chloé était rouge vif. Elle avait l'air piégée. Elle regarda la porte, puis moi, puis Antoine. C'était sorti de son contexte, balbutia-t-elle. J'étais ivre. Je ne le pensais pas. Amélie a truqué la bande. Elle utilise l'IA. Ce n'est pas l'IA, Chloé, dis-je calmement. C'est toi. Ça a toujours été toi. Superficiel, égoïste, avide. Antoine se leva. Sa chaise racla violemment le sol. Tu t'es servi de moi? Lui cria-t-il. J'ai quitté ma femme pour toi. J'ai quitté 14 millions d'euros pour toi.
Et tu penses que je suis pathétique? C'est toi qui es pathétique. Chloé hurla en retour, abandonnant son rôle d'innocente. Son visage se tordit en une grimace. Regarde-toi. Tu es un perdant, Antoine. Amélie avait raison. Tu n'as pas gagné un centime depuis des années. Tu conduisais une voiture qu'elle a payée, vivais dans une maison qu'elle a payée, et tu m'achetais des cadeaux avec son argent. Tu n'es pas un soutien de famille. Tu es un parasite. Et tu es quoi, toi, intervins-je, appréciant le spectacle. Un parasite sur un parasite. Antoine avait l'air d'être sur le point de faire une attaque. Ses veines étaient saillantes. Il me regarda, les yeux grands et suppliants. Amélie, suffoqua-t-il. Tu vois ce qu'elle est? J'ai été piégé. J'étais une victime ici aussi. S'il te plaît, reprends-moi. Nous pouvons aller en thérapie. Je peux changer. Je signerai un nouveau contrat. Ne me laisse pas avec elle. Ne me laisse pas sans rien. Je le regardais. Je regardais l'homme que j'avais aimé pendant 15 ans. Et je ne ressentis rien, ni colère, ni tristesse. Juste le léger agacement qu'on ressent en marchant sur un chewing-gum. Il est trop tard, Antoine, dis-je. Les papiers du divorce sont déjà déposés. Maître Dubois les a signifiés à ton avocat ce matin, avec l'avis d'expulsion. Expulsion? Le bail de l'appartement, dis-je. Il était à mon nom. Je l'ai résilié hier. Tu as 48 heures pour vider les lieux. Et comme tu as utilisé des fonds communs pour des dépenses non autorisées, Maître Dubois a gelé les actifs restants sur le compte joint en attendant le litige. Donc je n'ai rien. Tu as ton génie, dis-je. Et tu as Chloé. J'espère que vous serez très heureux ensemble dans n'importe quelle boîte en carton où vous finirez. Je me dirigeai vers l'endroit où se trouvait mon sac à main. J'en sortis une petite enveloppe élégante. Cependant, dis-je, je ne suis pas un monstre. C'est ton anniversaire. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. Une lueur d'espoir. Amélie. Je jetai l'enveloppe sur la table. Elle glissa sur la surface en acajou et s'arrêta juste devant lui. Ouvre-la. Il la déchira avec des mains tremblantes. Il en sortit un morceau de papier. C'était l'addition pour le dîner de ce soir. Total, 6 450 €. Pourboire 20%, 1 290 €. Grand total, 7 740 €. Statut, impayé. Joyeux anniversaire, dis-je. Tu voulais le style de vie de luxe? Tu peux le payer. J'ai annulé ma carte enregistrée juste avant d'entrer. Je ne peux pas payer ça, hurla-t-il. Mes cartes sont refusées. Je suppose que tu devras faire la vaisselle, dis-je. Ou peut-être que Chloé peut vendre ce sac à main que je lui ai acheté. Je fis signe à Henri. Ils sont à vous. Je me retournai et me dirigeai vers la porte. Derrière moi, le chaos éclata. Chloé pleurait. Antoine criait sur le serveur. Julien et les amis essayaient de se faufiler, mais étaient bloqués par la sécurité. Je sortis de l'atelier dans la nuit fraîche de Paris. Je pris une profonde inspiration. L'air sentait le brouillard et la Seine. Il sentait la liberté. Je ne regardais pas en arrière. Je ne suis pas retourné à l'appartement. J'ai pris une chambre au Bristol. J'ai réservé la suite présidentielle parce que pour la première fois de ma vie, je n'économisais pas pour les jours de pluie. La tempête était passée. J'ai pris un long bain. J'ai commandé du room service, des frites et une coupe de champagne, et j'ai regardé de la mauvaise télé-réalité. J'ai éteint mon téléphone, mais à 4 heures du matin, le téléphone de la chambre d'hôtel a sonné. Je me suis réveillé désorienté. Les lourds rideaux bloquaient les lumières de la ville. J'ai tâtonné pour trouver le combiné. Allô? Amélie? C'est toi. S'il te plaît, ne raccroche pas, c'était Chloé, mais pas la Chloé arrogante et méprisante du dîner. C'était une voix brisée et terrifiée. Elle sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Que veux-tu, Chloé? Demandai-je en m'asseyant et en allumant la lampe. C'est Antoine, suffoqua-t-elle. Il est devenu fou, Amélie. Après que tu sois partie du restaurant, ils ont appelé la police parce qu'on ne pouvait pas payer. Je m'en doutais. Ils nous ont gardés là pendant des heures. Julien et les autres, ils sont partis.
Ils se sont juste enfuis par la sortie de secours et nous ont laissés là. Antoine a dû leur donner sa montre. Sa Rolex. La fausse que tu lui as achetée. Elle n'était pas fausse, dis-je. Elle était vraie. Je lui ai juste dit qu'elle était fausse pour qu'il ne demande pas comment je me l'étais offerte. Oh mon Dieu, gémit elle. Il a donné une vraie Rolex. Concentre-toi, Chloé. Pourquoi m'appelles-tu? On s'est fait virer. On était dans la rue et Antoine, il a juste pété les plombs. Il a commencé à me crier dessus. Il a dit que j'avais ruiné sa vie. Il a dit que j'étais une. Il a commencé à jeter mes vêtements. Il avait ma valise dans le coffre. Il les a jetés dans la rue, dans une flaque d'eau. Amélie, méo en soi. Tragique. Et puis il a essayé de m'attraper. Il me secouait. Un passant a vu ça et a appelé les flics. Ils l'ont arrêté, Amélie. Ils l'ont emmené menotter. Il est en garde à vue. Trouble à l'ordre public et ivresse sur la voie publique. D'accord, dis-je. Et je suis seul, gémit elle. Je suis dans la rue. Il fait un froid de canard. Je n'ai nulle part où aller. La clé de mon appartement, elle était dans la poche d'Antoine. La police a pris ses effets personnels. Je ne peux pas entrer chez moi. Et tu as arrêté de payer le loyer, donc le propriétaire a changé le code de toute façon. Ça ressemble à une série d'événements malheureux, dis-je calmement. Amélie, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais jalouse. Je voulais juste ce que tu avais. S'il te plaît, est-ce que je peux venir à ton hôtel juste pour une nuit? J'ai peur. J'ai écouté ses pleurs. Je me suis souvenu d'avoir 4 ans et de lui donner mon jouet préféré parce qu'elle pleurait. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans et d'avoir pris le blâme quand elle a accidenté la voiture de papa. Je me suis souvenu du dîner de Noël. Je me suis souvenu des textos m'appelant un boulet. Chloé, dis-je. Tu te souviens quand tu m'as traité de quelconque? Je ne le pensais pas si, tu le pensais. Et tu avais raison. L'ancienne Amélie était quelconque. C'était un paillasson. Mais la nouvelle Amélie, elle est très remarquable, et elle est très occupée à dormir. Amélie, tu ne peux pas me laisser ici. Appelle maman, dis-je. Elle pense que tu es une fleur délicate. Je suis sûr qu'elle viendra te chercher. Ce n'est qu'à 3 heures de route. Maman ne répondra pas. Il est 4 heures du matin. Alors je suppose que tu devras te débrouiller, dis-je. Tu voulais Antoine. Tu l'as. Il est dans une cellule au commissariat. Va l'attendre là-bas. Les heures de visite commencent à 9 heures. Amélie, tu. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, dis-je. J'ai raccroché le téléphone. Puis je l'ai débranché du mur. Je me suis recouché sur les oreillers à mille-fils. Je pensais que je me sentirais coupable. J'ai attendu la culpabilité, mais elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond et chaleureux sentiment de paix. Je me suis rendormi et j'ai rêvé que je volais. Le processus de divorce fut moins une bataille qu'un derby de démolition où je conduisais un tank et Antoine était sur un tricycle. Il a engagé un avocat, un type de banlieue nommé Maître Martin, qui portait des costumes mal ajustés et sentait le désespoir. Il ne pouvait se permettre personne d'autre. Maître Dubois, d'un autre côté, a amené une équipe de 5 collaborateurs à la déposition. Antoine a tout essayé. D'abord, il a prétendu être cofondateur d'AS Solutions. Maître Dubois a produit les documents de création de la société signés uniquement par moi et Justine. Il a produit des emails où Antoine faisait référence à mon travail comme ton petit truc de frappe. Il a produit le manque de tout capital d'investissement de la part d'Antoine. Demande rejetée. Puis il a réclamé une pension alimentaire. Il a soutenu qu'il avait sacrifié sa propre carrière pour soutenir la mienne, assumant le fardeau domestique. Maître Dubois a diffusé un montage de clips vidéo de notre système de sécurité domestique, dont Antoine avait oublié l'existence. Clip après clip d'Antoine jouant aux jeux vidéo pendant que je cuisinais, nettoyais et travaillais. Clip après clip de lui dormant jusqu'à midi. Et puis le coup de grâce. Maître Dubois a produit les reçus de mon financement de sa carrière, les adhésions à l'ordre des architectes, les licences de logiciels, le loyer du bureau pour un cabinet qui n'avait aucun client.
La défenderesse a été le seul soutien financier du ménage pendant 10 ans, a déclaré le juge, regardant par-dessus ses lunettes Antoine avec dédain. Demande de pension rejetée. Finalement, Antoine a tenté l'angle de la fraude. Il a affirmé que j'avais commis une infidélité financière en cachant des actifs. Ce n'est pas de la fraude, votre honneur, a brillamment argumenté Maître Dubois. C'était de la sécurité. Ma cliente a protégé ses actifs d'un conjoint qui dissipait activement les fonds matrimoniaux dans une liaison extra-conjugale. Nous avons la preuve de la dissipation. Il a montré la feuille de calcul, la taxe Chloé. Le juge a regardé les chiffres. Il a regardé le contrat. L'accord est valide, a statué le juge. Monsieur, vous l'avez signé. Vous êtes un adulte. Vous ne pouvez pas prétendre ignorer un contrat simplement parce que vous n'avez pas pris la peine de le lire. Le règlement final a été brutal. J'ai gardé 100% des produits de la vente d'AS Solutions. J'ai gardé les produits de la vente de l'appartement puisque je l'avais acheté avant le mariage. Antoine a eu sa voiture, dont j'ai cessé de payer les mensualités, donc elle était sur le point d'être saisie. Il a eu ses vêtements et il a eu la moitié du compte courant joint, qui, après que Maître Dubois a déduit les actifs dissipés dépensés pour Chloé, s'élevait à une dette de 4 000 € qu'il me devait. Je renonce aux 4 000 €, dis-je à Maître Dubois. Je ne veux pas de chèque de sa part. Je veux juste qu'il disparaisse. J'ai vu Antoine une dernière fois dans le couloir du palais de justice. Il avait l'air plus vieux, plus petit. La vitalité dont il avait parlé avait disparu. Il ressemblait à un homme qui avait été vidé de sa substance. Amélie, dit-il en m'arrêtant. Chloé n'était pas avec lui. J'ai entendu dire qu'elle avait réemménagé chez nos parents et qu'elle leur rendait actuellement la vie misérable. Est-ce que ça en valait la peine, demanda-t-il. De nous détruire, de détruire la famille. Je l'ai regardé. J'ai ajusté mon foulard Hermès. Je n'ai rien détruit, Antoine. J'ai juste allumé la lumière. C'est toi qui étais sous les projecteurs. Tu me manques, murmura-t-il. Pas l'argent. Toi. Non, tu te trompes, dis-je. La sécurité te manque. La personne qui nettoyait tes dégâts te manque. Mais elle n'existe plus. Je me suis éloigné. Mes talons claquaient sur le sol en marbre. C'était le son de la victoire. 6 mois se sont écoulés depuis le dîner à l'atelier. Ma vie aujourd'hui ne ressemble en rien à la vie que j'avais. J'ai vendu l'appartement à Paris. Il avait trop de fantômes. J'ai acheté une villa en Provence. C'est un cliché, je sais, mais les clichés sont des clichés pour une raison, parce qu'ils sont merveilleux. J'ai un vignoble, un vrai, pas un faux vignoble boutique que Chloé visiterait. Je produis de l'huile d'olive. Je me lève au lever du soleil, non pas parce que je dois me coordonner avec Londres, mais parce que la lumière sur les collines est trop belle pour la manquer. Justine et moi avons lancé une nouvelle entreprise. C'est une fondation qui fournit des subventions et une aide juridique aux femmes piégées dans des relations financièrement abusives. Nous l'appelons le projet Phoenix. Nous aidons les femmes à constituer des fonds secrets. Nous les aidons à planifier leur sortie. Nous les aidons à trouver leur côté remarquable. Je n'ai pas parlé à mes parents. J'ai entendu dire par des oui-dire que Chloé vit toujours avec eux. Ils sont malheureux. Chloé refuse de travailler, affirmant avoir un traumatisme du divorce, même si ce n'est pas nous qui étions mariés. Elle dépense leur pension. Ma mère se plaint à qui veut l'entendre de sa fille aînée sans cœur, mais je sais que les chèques que j'écrivais lui manquent secrètement. Antoine vit dans un studio à Saint-Denis avec 3 colocataires. Il travaille dans un magasin de fournitures pour dessinateurs. J'entends dire qu'il raconte aux gens qu'il est consultant entre 2 projets. Certains mensonges ne meurent jamais. Quant à moi, je fréquente quelqu'un. Il s'appelle Mathieu. Il possède le vignoble voisin. Il ne sait pas exactement combien d'argent j'ai et il s'en fiche. Il m'apporte des fleurs non pas parce qu'il a fait une bêtise, mais parce qu'elles sont en fleurs. Il me demande mes pensées, pas mon solde bancaire. La semaine dernière, nous étions assis sur ma terrasse à boire du vin. Mon vin. Tu as un feu en toi, Amélie, dit-il en traçant la ligne de ma mâchoire. C'est calme, mais c'est féroce. C'est remarquable. J'ai souri. Je n'ai pas tressailli au mot cette fois. Oui, dis-je. Je suppose que je le suis. En y repensant, la partie la plus douloureuse de ce voyage n'a pas été la trahison elle-même.
Ce n'était pas l'infidélité ou le vol. C'était la prise de conscience que j'avais participé à mon propre effacement. Pendant 15 ans, j'ai atténué ma lumière pour qu'Antoine ne soit pas aveuglé. Je me suis faite plus petite pour que Chloé ne se sente pas à l'étroit. J'ai accepté l'étiquette de quelconque parce que c'était plus sûr que d'être menaçante. Mais voici la vérité que j'ai apprise. La vérité qui m'a coûté 15 ans et m'a rapporté 14 millions d'euros. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à vous respecter par l'amour. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un pour qu'il vous valorise. Et vous ne pouvez pas sauver les gens qui sont déterminés à se noyer, surtout s'ils essaient de se tenir sur vos épaules pour garder la tête hors de l'eau. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Le sang est un accident biologique. La famille, c'est un comportement. La famille, c'est la réciprocité. Si votre famille vous traite comme un distributeur automatique de billets ou un punching ball, ce n'est pas votre famille. Ce sont des parasites avec un code génétique commun. Aux femmes qui écoutent, celles qui cachent de l'argent dans une boîte à café, celles qui corrigent des manuels de CVC à minuit, celles à qui on dit qu'elles sont ennuyeuses, harcelantes ou trop pratiques, je vous vois. Vous n'êtes pas quelconque. Vous êtes le moteur. Vous êtes la fondation. Et s'ils n'apprécient pas la fondation, il est peut-être temps de retirer le plancher et de leur laisser voir ce que c'est que de tomber. Je m'appelle Amélie. Je suis une PDG. Je suis millionnaire. Je suis une survivante. Et je suis remarquablement heureuse. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce fut un long voyage et le partager avec vous a été plus thérapeutique que je ne l'attendais. Il y a un pouvoir à dire sa vérité. Même si votre voix tremble ou même si votre voix est aussi stable que celle d'un chirurgien cardiaque, comme la mienne maintenant.